Madame, Monsieur, chers amis et futurs amis de Port-Royal, si vous suivez fidèlement ces minutes de Port-Royal, il est un nom que vous avez entendu presque à chaque épisode, et un portrait qui est apparu régulièrement, mais sur lequel le projecteur n'a jamais été braqué, c'est celui de Pierre Nicole. Il a été de tous les coups. Il est au cœur de Port-Royal. Son héritage, nous a rappelé une précédente minute, est à l'origine de la boîte à Perrette, caisse de secours constituée pour venir en aide aux jansénistes persécutés et base financière de la mémoire de Port-Royal. Son œuvre est considérable, elle occupe des rayonnages entiers de bibliothèques et a suscité l'engouement. Mais cette figure du jansénisme, ce janséniste idéal, est en fait l'exemple étonnant d'un contre-emploi. Ce n'est pas un tempérament de héros que Pierre Nicole. Au milieu des révoltés et des intransigeants de Port-Royal, celui qui fut pour ainsi dire le secrétaire du grand Arnauld faisait un peu pâle figure. Écoutons Henri-Charles de Beaubrun, son ami et exécuteur testamentaire, qui dresse de lui un portrait nuancé, mais sans complaisance. Monsieur Nicole avait un extérieur simple, une taille médiocre, le nez aquilin, les yeux très grands, très ouverts et très vifs, le naturel timide et modeste. Il était abstrait, c'est-à-dire distrait, en tout temps, en tout lieu, rarement enjoué dans la conversation, mais attentif à tout ce qui s'y disait. Susceptible des plus légères impressions, les plus ignorants, pourvu qu'ils parlassent avec ascendant, étaient capables de lui imposer et de le pousser à bout. Dans le cabinet, la plume à la main, rien de si captieux et de si entortillé qu'il ne démêlât. Pour écrire, il lui fallait une base et un appui. Il était incapable d'invention. Correct dans son style, mais toujours uniforme dans le tour des pensées et des expressions. Profond et précis, peu d'hommes ont poussé plus loin l'art de raisonner. Humble, doux, pacifique, amateur de la paix et du repos, craintif jusqu'à avoir peur de son ombre, janséniste, peut-être par la crainte seule de déplaire à monsieur Arnauld, puisqu'il y avait plus de 30 ans qu'il écrivait pour le jansénisme, pendant qu'il avait dans l'esprit un système qui y est diamétralement opposé. La dernière allusion concerne un écrit de théologie sur la généralité de la grâce, où Nicole semble prendre une certaine distance avec le strict augustinisme de ses amis. Nicole est un intellectuel qui n'est vraiment à l'aise qu'au milieu des livres et dans son cabinet. Impressionnable, craintif, peu fait pour la conversation, cet art majeur de son temps, et plus que tout, désireux de paix. Mais cette relative discordance de Nicole avec le milieu spirituel et humain dans lequel il évoluait et qui la nourrit n'est sans doute pas l'aspect le moins attrayant du personnage. Il est même permis d'y voir l'une des principales fécondités de son œuvre. Nicole naît à Chartres le 13 octobre 1625 dans une famille de parlementaires humanistes dont il tint, selon Sainte-Beuve, une rare facilité aux lettres. Sa connaissance de l'Antiquité et son goût pour la littérature le singulariseront parmi les solitaires de Port-Royal. Il ne se défera jamais de son amour pour Virgile et la poésie latine. Après un passage au collège d'Harcourt, il s'engage dans des études de théologie à la Sorbonne. Il s'y lie avec plusieurs amis de Port-Royal, comme son professeur Jacques de Sainte-Beuve. Nicole obtient le baccalauréat de théologie en 1649, au moment où commence la grande offensive de la faculté de Paris contre les thèses de Jansénus et de ses partisans. Est-ce la raison pour laquelle le jeune bachelier interrompt ses études avant la licence et le doctorat? Il renonce par là même à entrer dans les ordres et restera toute sa vie clerc tonsuré. C'est un bel exemple de la place donnée aux laïcs dans le milieu de Port-Royal. Nicole devient l'un des principaux maîtres des petites écoles de Port-Royal, où il enseigne la philosophie et les humanités. Jean Racine, ainsi que le grand historien Le Nain de Tillemont, comptent parmi ses élèves. Il a laissé des écrits pédagogiques de premier intérêt, un traité de l'éducation d'un prince, une manière d'étudier chrétiennement. Entre 1654 et 1668, il s'impose comme un des plus proches collaborateurs d'Arnauld, qu'il fait bénéficier de ses talents de latiniste.
Nicole participe à la campagne des provinciales, inspirant et revoyant certaines des lettres de Pascal. C'est lui qui se charge, en 1657, de rassembler en un volume et de préfacer les 18 pamphlets. Sous le pseudonyme de Guillaume Vindroc, il en donne l'année suivante une traduction latine, avec ses commentaires et additions, volume qui permettra la diffusion des provinciales dans toute l'Europe savante. La tradition veut que Racine, élève de latin, ait eu, en exercice de thème, à traduire quelques pages des provinciales, sous la férule de Pierre Nicole. La notation latine de Nicole est tellement riche et importante que le besoin se fait sentir d'en donner à son tour une nouvelle version française, dont se charge mademoiselle de Joncoux à la fin du siècle. Français, latin, français, avec Pierre Nicole, on navigue en permanence entre les deux langues. En 1662, à la mort de Pascal, Nicole se lamente auprès d'un correspondant. Il sera peu connu dans la postérité, ce qui nous reste d'ouvrage de lui n'étant pas capable de faire connaître la vaste étendue de cet esprit. Mais il n'y perd pas grand-chose en vérité. C'est bien peu de choses que les hommes, leur réputation et leur jugement. Nicole, cependant, rejoint le petit comité qui entreprend de donner forme publiable au papier du défunt. Ce travail aboutit en 1670 à la première édition des Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. Nicole est resté toute sa vie obsédé par Pascal. Il publie ainsi, en 1666, une série de lettres sur l'hérésie imaginaire, 18 lettres précisément, le nombre exact des provinciales. C'est dans l'une d'elles qu'il accuse les poètes de théâtre d'être des empoisonneurs publics, non des corps, mais des âmes des fidèles, coupables d'une infinité d'homicides spirituels. Racine, l'ancien élève rebelle qui est alors passé au théâtre, réplique par une lettre féroce, modèle de drôlerie autant que de déloyauté. J'ai lu jusqu'ici vos lettres avec assez d'indifférence, quelquefois avec plaisir, quelquefois avec dégoût, selon qu'elles me semblaient bien ou mal écrites. Je remarquai que vous prétendiez prendre la place de l'auteur des petites lettres, mais je remarquais en même temps que vous étiez beaucoup au-dessous de lui, et qu'il y avait une grande différence entre une provinciale et une imaginaire. La paix de l'Église, à partir de 1669, accorde un répit aux religieuses et aux solitaires de Port-Royal. Nicole le met à profit pour se consacrer à ses études morales et publier notamment sa série d'essais de morale. Nous y reviendrons. Sainte-Beuve n'a sans doute pas tort quand il reconnaît là le cœur de son œuvre et de ses préoccupations. La morale chrétienne redevenait son penchant propre dès qu'il était vacant des disputes. La trêve durera 10 ans. Mais le 15 avril 1679, la mort de la grande protectrice de Port-Royal, la duchesse de Longueville, sonne la reprise de la persécution contre le monastère. Dès le 17 mai, Harlay de Champvallon, archevêque de Paris depuis 1671, se rend lui-même à Port-Royal-des-Champs pour chasser les pensionnaires, les postulantes, les novices et bien sûr les solitaires. Pierre Nicole se sent particulièrement menacé. Victime une fois encore de ses talents d'écriture, il avait prêté sa plume 2 ans auparavant aux évêques de Saint-Pons et d'Arras pour rédiger en latin une lettre au nouveau pape Innocent XI. Cette lettre, qui s'en prenait à nouveau aux casuistes relâchés et qui donnait l'impression de court-circuiter les instances de l'Église gallicane, fut considérée par le pouvoir comme une infraction à la trêve, et Nicole comme un fauteur de troubles. Dès la fin mai, il quitte la France et devient un SDF, promis à l'errance. Rien n'est plus contraire à son caractère. J'avais 3 petits établissements, écrit-il à une correspondante, l'un à Paris, l'autre à Saint-Denis, l'autre à Beauvais. Et j'étais meublé dans ces 3 lieux, très petitement à la vérité, mais tout est grand à ceux qui ne le sont pas. La mort de 3 personnes m'a privé de tous les 3 lieux, et outre l'appui que j'ai perdu en leur personne, je suis exclu de ces 3 demeures et réduit à n'en avoir plus de fixe. Rien n'est plus contraire à mon humeur que les changements de lieu, les visages nouveaux, les nouvelles connaissances.
Il a fallu cependant essuyer ces changements plus d'une fois tous les mois, et je ne me suis point vu en un lieu d'où je n'eusse un sujet raisonnable de craindre d'être forcé de sortir, et d'où je ne sois sorti, en effet. En lisant ces lignes, on ne peut s'empêcher de penser à un texte de Pascal, que Nicole, l'éditeur des pensées, avait peut-être lui-même en tête. Qui aurait eu l'amitié du roi d'Angleterre, du roi de Pologne et de la reine de Suède, aurait-il cru manquer de retraite et d'asile au monde? Pascal fait allusion au roi Charles Ier, exécuté, à Jean Casimir, roi de Pologne, chassé de son trône en 1656, et à Christine de Suède, qui abdiqua en 1654. Nicole n'avait pas bénéficié de protections aussi prestigieuses, mais de la même manière inopinée, il a perdu tout asile au monde. En juillet 1679, il est à Bruxelles, rejoint le 9 ou 10 juillet par Arnaud, qui veut l'entraîner avec lui en Hollande. Mais Nicole n'a aucunement l'intention de suivre dans l'exil le théologien proscrit. Il part seul pour Liège, où il passe tout l'été 1679. C'est depuis cette ville qu'il fait parvenir une lettre à l'évêque de Paris, Harlay de Champvallon, pour protester de sa soumission et lui demander l'autorisation de rentrer en France. Tous ceux qui me connaissent vous rendront sans peine témoignage de mon éloignement de toutes sortes de contestations, et je puis vous assurer, monsieur, que je ne ferai rien qui puisse le démentir, qu'en quelque lieu que ce soit, j'aurai les mêmes égards pour éviter tout ce qui peut faire du bruit et tout ce qui peut vous donner de la peine, et que je tâcherai toujours de ne pas me rendre indigne des marques de bonté que vous m'avez autrefois données. La démarche est peu glorieuse, et cette façon de se désolidariser d'Arnaud causera un immense scandale dans les milieux jansénistes. Elle apparaît comme une trahison au pire moment pour Port-Royal, et de la part d'un de ses membres les plus en vue. Nicole part pour Sedan, vers le commencement de l'hiver. L'abbé Gouget, auteur d'une vie de Nicole, raconte. Il quitta Liège et remonta la Meuse pour venir à Sedan. Ce ne fut pas sans essuyer bien des fatigues. Il fut obligé de s'embarquer dans un bateau assez mauvais, découvert, chargé de poteries et de grès, et conduit par un batelier très malhabile, en sorte qu'il était à tout moment exposé à faire naufrage. L'aspect affreux des rochers qui bordaient la rivière, ceux qu'il apercevait à fleur d'eau, joints à sa timidité naturelle, lui faisaient voir encore plus de danger qu'il n'y en avait effectivement. Il s'installe dans l'abbaye cistercienne de Châtillon, dans la Meuse, mais doit repartir aussitôt pour l'abbaye d'Orval, dans le Luxembourg belge. Dans sa retraite d'Orval, Nicole est accablé de réactions hostiles à sa lettre. Il en perd le sommeil, et pour retrouver la sérénité, se lance dans la rédaction d'une apologie de M. Nicole. Écoutons ce qu'il en dit lui-même plusieurs années après. Je me retirai à Orval, selon mon dessein, et j'y reçus un fort grand nombre de lettres de même espèce, où l'on me disait de fort étranges choses. Ces lettres m'ayant empêché de dormir près de 15 jours, j'eus recours à divers remèdes. Je pris des émulsions, des orges mondées, et enfin de l'opium, plusieurs fois. Tout cela n'y ayant rien fait, je pris résolution de me délivrer de ces pensées en réfutant toutes les raisons qu'on m'alléguait, que je trouvais pitoyables, et j'en composai un écrit qui a pour titre Apologie. Je ne sais quel effet cet écrit fit sur 4 ou 5 personnes à qui je le montrai, mais il fit certainement celui que j'en prétendais pour moi, qui était de me rendre le sommeil, et il me rétablit dans mon état ordinaire. Cette prétendue apologie avait uniquement pour but de me procurer le sommeil, et en effet, après en avoir tiré ce secours, je l'ai renfermé pour ne voir jamais le jour, n'ayant jamais eu une si sotte vanité que d'appliquer le monde à ce qui m'arrive. Mais il me semble aussi que c'est une intention fort légitime que de vouloir dormir. Le texte reste manuscrit, et Nicole se défend de songer à le publier, quoiqu'il ait pris la peine de rédiger une préface. Il se contente de le faire circuler parmi ses connaissances. Nicole ne sait comment faire face aux aléas, à la mauvaise fortune, à des événements déprimants qui ôtent le sommeil. Sa conviction de bien agir ne suffit pas à rétablir sa tranquillité. Il faut qu'il en convainque le monde,
ou qu'il se convainque lui-même. C'est son manque de noblesse d'âme, de générosité, disait-on au XVIIe siècle, qui est reproché à Nicole de toutes parts. Il ne faut pas tout confondre, répond le moraliste dans son apologie manuscrite. La générosité philosophique n'est pas la vraie générosité, chrétienne, humble, et qui répugne à chercher inutilement le conflit pour s'attirer l'approbation du monde. Toujours est-il que la retraite d'Orval se révèle à son tour impraticable. La crainte de l'abbé du lieu force notre fugitif à repartir au bout d'un mois. Mais Nicole a obtenu l'autorisation de revenir secrètement à Chartres. Harlay est trop heureux de faire courir le bruit que l'écrivain a renié tous ses engagements jansénistes et pris ses distances d'avec Port-Royal. Les esprits finiront par s'apaiser, les amitiés par se renouer, et Nicole passe ses 15 dernières années à Paris, mémoire vivante de Port-Royal, sollicitée par tous, par Racine notamment, son ancien élève, qui, oublieux des conflits d'autrefois sur la moralité du théâtre, lui manifeste désormais toute son affection. Je me suis un peu attardé sur cet épisode de 1679, qui n'est sans doute pas le plus avantageux de la vie de Pierre Nicole, mais il est révélateur de son caractère, ainsi que de l'état d'esprit à Port-Royal après la paix de l'Église. Il rend surtout manifeste, rétrospectivement, une sorte de malentendu qui préexistait, le contre-emploi que j'évoquais en introduction. Cheville ouvrière du groupe, soldat de première ligne, Nicole restait à Port-Royal un regard critique, inquiet des blessures faites à la charité, soucieux de préserver la paix entre les hommes et dans l'Église. À quel prix peut-on mettre cette paix en péril? Où passe la limite de l'égoïsme, du soin de son confort et celle de l'harmonie individuelle et sociale? Il est temps d'en venir à l'essentiel, à l'œuvre de notre écrivain. Quand on ne connaît qu'un titre de Pierre Nicole, c'est généralement celui de la logique, dite de Port-Royal, co-signé avec Antoine Arnauld. Dans ce livre à 4 mains, Nicole est responsable de la partie morale, une des originalités de cet ouvrage de logique, qui entend montrer que l'art de penser n'a que bien peu à voir avec l'art technique d'articuler des propositions. Mais le grand titre de gloire de Nicole a été ses essais de morale. Ils ont constitué pour plusieurs générations, et quasiment jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, un modèle de réflexion morale, goûté et prôné par des esprits aussi dissemblables que Madame de Sévigné, l'abbé de Rancé, Pierre Bel, Voltaire ou encore Joubert. Surprenant à bien des égards, l'engouement de tout un siècle pour cette œuvre justifierait à lui seul qu'on en passe à nouveau le seuil. De son vivant, Nicole publie 4 volumes d'essais de morale, reprenant et réorganisant des textes de diverses provenances. À sa mort, en 1695, le premier volume de la série avait déjà connu 7 éditions officielles, auxquelles il faut ajouter une multitude de contrefaçons, marque irrécusable d'un succès de librairie. On trouve dans les papiers du défunt matière pour 2 nouveaux volumes. Sous le titre générique d'Essais de morale, la publication d'œuvres de Nicole se révèle bientôt un filon extrêmement profitable, que le libraire Després et ses associés s'entendent à exploiter méthodiquement. Avec la Bible de Sacy, l'édition de la morale de Nicole est une des grandes opérations commerciales de cette prospère famille de libraires. Pour tirer parti au mieux de l'engouement du public, le libraire augmente sans cesse le nombre de volumes constituant les essais de morale. Faisons le compte. 6 volumes d'essais de morale stricto sensu. 3 volumes de lettres, présentés par l'éditeur comme une annexe des essais de morale. 5 volumes de continuation des essais de morale, qui sont des réflexions morales à partir des textes de l'Écriture sainte. S'ajoutent plusieurs volumes d'instructions théologiques et morales, par questions et réponses, les sacrements, le symbole, les prières de l'Église, le décalogue, un traité de la prière. En 1765, les 4 tomes originels sont devenus 23 volumes. 25 même, si l'on compte une vie de Nicole qui constitue le tome 14, et un choix de pensée, l'esprit de M. Nicole,
qui vient à cette date couronner l'édifice et soulager le lecteur écrasé par une telle masse de texte. Quel contraste avec la situation présente! Les essais de morale ont presque déserté les mémoires. En attendant une édition intégrale annoncée par Béatrice Guillon, le lecteur dispose cependant de quelques ressources notables et de plusieurs volumes donnant à lire les principaux essais. On y trouvera le paradoxal traité de la comédie, qui dit la puissance du théâtre, même si c'est pour en détourner, un traité sur le prisme, qui frappa les esprits. Nicole y considère 3 manières de regarder un prisme de verre. On découvrira aussi l'essai sur la charité et l'amour-propre, le chef-d'œuvre peut-être de l'écrivain. Mais faut-il encore lire les essais de morale? Le jugement d'un Barbé d'Aurevilly n'y inciterait guère. L'auteur des Diaboliques laisse percevoir toute son animosité lors de la publication d'une anthologie en 1857. Les petits traités de morale de Nicole, que Sylvestre de Sacy a fait précéder d'une préface, referont-ils une popularité et une poste renommée à Nicole, à ce moraliste de Port-Royal, le plus froid, le plus gris, le plus plomb, le plus insupportable des ennuyeux de cette grande maison ennuyée? On lit Nicole une fois, les gens qui lisent, mais on n'y revient plus. C'est un esprit sans sympathie. Teschner a fait, à sa manière, des petits traités, un livre de chevet. C'est un bijou typographique. Mais est-ce qu'on monte en bague les cailloux du chemin? Nicole a la rigidité, la couleur, le poids d'un caillou qu'on aurait lavé et frotté, car il est correct. Mais c'est un caillou dont on peut défier de faire jamais un camé. Ce style où il ne manque que des nerfs, du sang, du mouvement et de la lumière, ce style dur, mais épousseté et propre, lisse comme un parchemin qui joue la vie, pour des myopes, ne peut être admiré ou aimé sincèrement de personne. Ce qu'on appelle traditionnellement la pénétration de Nicole, comme moraliste, se réduit à peu de choses en réalité, car il n'avait pas la passion qui fait éclair sur les profondeurs de la vie. Il ne l'avait pas parce qu'il était un janséniste de tempérament, encore plus peut-être que de doctrine, et qu'il s'accotait sans effort dans des idées qui convenaient à l'aridité naturelle de son esprit. Le sang de Pascal coulait à flots sous son cilice, mais Nicole vivait dans sa chemise de crin avec une peau qui ne s'écorchait pas. Et là est surtout la différence de ces deux moralistes chrétiens. Bien peu engageant, n'est-ce pas? En guise de contrepoint, on ne peut que souligner l'enthousiasme inverse d'autres lecteurs, celui de Madame de Sévigné par exemple. Elle lisait les essais de morale avec avidité, les évoque à tout moment dans ses lettres, au risque de lasser ses correspondants. En novembre 1671, elle reprend la lecture de l'essai intitulé « Des moyens de conserver la paix avec les hommes » et écrit à sa fille « Parlons un peu de M. Nicole. Il y a longtemps que nous n'en avons rien dit. Devinez ce que je fais. Je recommence ce traité. Je voudrais bien en faire un bouillon et l'avaler. Ce qu'il dit de l'orgueil et de l'amour-propre, qui se trouvent dans toutes les disputes et que l'on couvre du beau nom de l'amour de la vérité, est une chose qui me ravit. Enfin, ce traité est fait pour bien du monde, mais je crois principalement qu'on n'a eu que moi en vue. » Entre Barbé d'Aurevilly et la marquise de Sévigné, comment trancher? Il ne reste plus qu'à ouvrir soi-même les essais de morale. Qu'y trouvera-t-on? Des considérations à mi-chemin entre la leçon de morale et l'étude de mœurs, comme on peut s'y attendre en ce siècle de moralistes. Car il n'est pas facile d'énoncer des règles quand on est pris dans les contradictions de Port-Royal. Sur la question de l'obéissance, par exemple, comment tenir le discours habituel des chrétiens sur la soumission, alors qu'on constitue soi-même, bon gré mal gré, un foyer d'insoumission? Et la grâce efficace, si chère à Port-Royal, pose un épineux problème. En rapportant à Dieu seul la possibilité d'inspirer nos actes et de leur conférer de la valeur, le théologien semble nous inviter à la passivité, sinon à l'insouciance. Nicole perçoit la nécessité
de réconcilier une morale de l'initiative et de l'effort volontaire, à laquelle il est particulièrement attaché, avec les principes théologiques extrêmes qui sont ceux de sa famille spirituelle. Sous son style sage, parsemé de quelques trouvailles, Nicole manifeste un certain penchant vers le paradoxe. En dépit des certitudes qui les animent, beaucoup d'essais de morale reposent en effet sur des formes d'aporie, sur des tensions entre les principes que l'auteur semble se plaire à souligner. Paradoxe théologique. Il faut s'attacher à faire la volonté de Dieu, quoique tout ce qui se produit, nos désobéissances mêmes, correspondent à la volonté de Dieu, dans l'essai de la soumission à la volonté de Dieu. Paradoxes moraux. Il faut supporter d'autrui ce que l'on s'interdit de faire soi-même. Grande idée des moyens de conserver la paix avec les hommes. Paradoxe politique. La grandeur est une imposture, une supériorité sans fondement, mais c'est aussi un ministère et une charge périlleuse. De ce point de vue, l'un des essais les plus marquants est celui de la charité et de l'amour-propre, qui admet sans détour une certaine équivalence entre l'idéal chrétien, la sainteté, et l'amour de soi, censé en être la négation absolue. Si on se comporte strictement en égoïste, on se comporte extérieurement comme un saint. C'est ainsi que par le moyen de ce commerce, tous les besoins de la vie sont en quelque sorte remplis, sans que la charité s'en mêle. De sorte que dans les états où elle n'a point d'entrée, parce que la vraie religion en est bannie, on ne laisse pas de vivre avec autant de paix, de sûreté et de commodité que si l'on était dans une république de saints. On doit bien reconnaître, au moins dans un premier temps, le bon fonctionnement d'une société sans Dieu. Nicole énumère tous les comportements socialement vertueux auxquels le souci exclusif de son intérêt propre doit conduire chacun. Patience dans les injures, bienfaisance, discrétion dans les bienfaits rendus, reconnaissance, fidélité. Il n'est aucune qualité morale que l'amour-propre ne gagne pas finalement à adopter. Loin d'opposer l'économie du salut et la morale sociale, Nicole considère que la morale sociale joue un rôle de premier plan dans l'économie du salut. Là se situe peut-être la conviction cruciale de ce janséniste atypique qu'est l'auteur de la civilité chrétienne. C'est que selon Nicole, nos comportements conforment nos sentiments, tout autant que nos mouvements intérieurs suscitent nos comportements. Régler l'extérieur a toujours pour conséquence d'agir sur l'intérieur. Je le cite, « La réformation de notre conduite extérieure est un moyen pour parvenir à la réformation intérieure de l'âme. » On trouve cette phrase dans De la soumission à la volonté de Dieu. C'est là précisément le mécanisme qu'invoque Pascal dans ses appels à la machine, cette force de l'automatisme, ou plutôt cette composante automatique de notre psyché. Nicole y recourt à travers la dialectique de l'impression. Les mouvements qu'il ne nous est pas possible de ressentir, nous pouvons au moins faire en sorte qu'ils soient, je le cite, comme imprimés dans notre extérieur. Témoigner à défaut de ressentir, voilà l'une des grandes ressources que suggèrent les essais de morale. Conserver la société, c'est une formule que l'on trouve dans les moyens de conserver la paix avec les hommes, et c'est là, pour notre moraliste, un objectif essentiel, pour lequel il est prêt à reconsidérer et relativiser de nombreux principes. Quand bien même le lien social ne serait que purement artificiel, l'importance de le préserver est solennellement affirmée dans les essais de morale. Toute incivilité, toute rudesse, en rompant le lien de la connivence qui m'unit à autrui, me met dans l'impossibilité de m'acquitter à son égard de mes devoirs de chrétien. L'obsession de Nicole pour la préservation du lien social découle directement de cette conviction centrale qui est la sienne, la responsabilité universelle de chacun vis-à-vis de tous. L'état de paix définit ainsi l'objectif ultime des essais de morale. Il représente à la fois le symptôme et l'heureuse sanction d'une existence conforme à l'ordre de Dieu.
La reconnaissance même de ces défaillances s'accommode pour chacun d'un sentiment de paix intérieure. La soumission à la volonté de Dieu conduit à condamner moralement ses actes, tout en reconnaissant la signification, et même une certaine forme de nécessité. On se réconcilie de la sorte avec soi-même. Nos diverses passions et nos diverses pensées tiennent lieu d'un peuple avec qui nous avons à vivre. Et souvent, il est plus facile de vivre avec tout le monde extérieur qu'avec ce peuple intérieur que nous portons en nous-mêmes. Avec Pierre Nicole, on croise un personnage normal, au milieu d'un univers radical et de figures de la radicalité. Il ne s'est pas contenté d'être normal, il a réfléchi sur la normalité, il a théorisé la banalité et le cours ordinaire des existences. Mais n'est-ce pas une des grandeurs de Port-Royal, une marque de sa fécondité, que d'avoir su ainsi susciter en son sein son propre antidote? Parmi les solitaires de Port-Royal, les révoltés, les intraitables, le timide Pierre Nicole s'interroge sur la civilité, sur la faiblesse de l'homme, son besoin permanent de soutien, sur les aigreurs cléricales et la couverture que la religion est toujours prête à fournir aux instincts de domination, sur la manière enfin dont Dieu s'inscrit dans des existences ordinaires. Nicole est un peu comme la mauvaise conscience de Port-Royal. Une fois encore, on pense à Pascal, capable d'émettre sur son camp des réserves inattendues. C'est la pensée Cellier 645. S'il n'y a jamais un temps auquel on doit faire profession des deux contraires, c'est quand on reproche qu'on en omet un. Donc, les jésuites et les jansénistes ont tort en les scelant, mais les jansénistes plus, car les jésuites en ont mieux fait profession des deux. Nicole est un janséniste qui a bien su faire profession des contraires. J'espère que cette minute de Port-Royal vous donnera envie de découvrir les diverses manières dont on tente Dieu, les moyens de profiter des mauvais sermons, c'est le titre d'un autre essai de morale, ou les magnifiques développements sur les moyens de conserver la paix avec les hommes. Cela reste toujours utile et vous n'êtes pas obligé de les mettre en bouillon, comme Madame de Sévigné.